Voilà, bien, nous sommes au dernier atelier de cette demi-journée qui va être consacrée aux accompagnants, créateurs et promoteurs du soin. Et pour ça, j'ai quatre représentants autour de la table de l'UNAFAM, c'est-à-dire l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées physiques. Alors, il y a Madame Sylvie Duverger, Madame Muriel Thibault, Monsieur Alain Boulet et Monsieur Pierre Delaunay. Alors, l'UNAFAM, nationalement, c'est plus de 15 000 adhérents, dans lesquels œuvrent 2 000 bénévoles qui agissent et interviennent auprès des familles pour les soutenir et les accompagner face à la maladie. Ces bénévoles dont vous faites partie sont majoritairement des proches concernés par la maladie. Et autant dire que le cadre de votre action se situe dans un secteur particulier, celui des maladies psychiques, qui a toujours suscité un peu l'inconnu, la peur de la part des gens, un peu le mystère des fois, l'isolement, puisqu'on a toujours aussi un peu remarqué que ces maladies étaient traitées dans des établissements spécialisés, spécifiques. Et donc, c'est, pour la petite histoire, hein, c'est dans les années 60, lorsqu'il y a eu la fermeture massive d'asiles psychiatriques en France, que des familles et que les malades donc ont été renvoyés dans leur famille, on imagine à l'époque comment les familles ont dû être démunies par rapport à ces événements, par rapport à ce fait. Certaines familles ont décidé de s'organiser, soutenues par des professionnels de santé, des psychiatres, et ont décidé de s'organiser et de créer l'UNAFAM. Ça, c'était en 1963. Voilà, vous nous expliquerez localement par rapport à votre représentation géographique sur la Touraine. Donc, c'est là que s'est développé dans l'UNAFAM, avec le soutien toujours de psychiatres, hein, de professionnels de santé. C'est là qu'a été développée la notion très importante des soins en dehors des hôpitaux spécialisés, en même temps avec la mise en place à l'époque des soins ambulatoires. Et donc, vous avez développé avec les familles, vous avez développé des techniques, des méthodes, des valeurs, des missions pour arriver à ce qui est intéressant, c'est-à-dire une conception du soin très élargie qui va au-delà de ce que l'on peut entendre, de ce que le patient lambda peut entendre du soin. Quand au patient lambda, on pense soin, on pense médicaments, acte médical, mais vous allez nous expliquer, bien entendu, vous allez bien au-delà, vous avez une vision plus élargie du soin. C'est pourquoi, aujourd'hui, avec une association qui a nationalement 60 ans d'expérience, quand même, c'est pas rien. Je vais vous laisser la parole pour nous expliquer un peu la place et les parcours de soins que vous et toute l'expérience que vous développez localement et nationalement dans votre association par rapport aux maladies, aux familles et aux malades. Donc, je crois que c'est Monsieur Doulet qui prend la parole. Oui. Ouais, merci beaucoup Didier de cette introduction. Alors, localement, nous n'existons pas depuis 63, on existe depuis 25 ans seulement. Voilà, hein. Il faut un petit temps toujours d'adaptation. On compte quand même dans la délégation une centaine d'adhérents, ce qui est
bien, et une quinzaine de bénévoles, ce qui est encore mieux. Bien entendu, puisque ce sont sur les bénévoles qu'on va compter pour développer tout ce qu'on va faire pour les familles. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les familles? La première chose qu'on va faire pour une famille, c'est l'accueil. Parce que quand la maladie psychique apparaît, c'est tellement la désorganisation dans la vie quotidienne que les gens se retournent un peu vers les gens d'expérience, comme les gens de l'UNAFAM. Et la première chose qu'on va faire, c'est un accueil entre pairs. Voilà. Ensuite, on va proposer, si les gens le désirent, d'intégrer nos groupes de parole. Les groupes de parole, ce sont des petites unités d'une 10 à 12 personnes, dans lesquelles chacun va pouvoir exprimer ses difficultés avec la vie de son proche malade, pouvoir échanger les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas. Et c'est aussi l'avantage piloté par des professionnels en la personne de psychologues. Après, ce qu'on va faire aussi à l'UNAFAM, on va participer à tout ce qui est lien avec la santé mentale. Par exemple, la semaine d'information sur la santé mentale, on y participe. Psycyclette, on y participe à la force de nos mollets aussi. C'est un peu démontrer que le malade psychique et l'accompagnant peuvent aussi faire quelque chose en commun. Et puis ce qu'on fait aussi, c'est des actions de formation. Tous les ans, on essaye d'organiser une journée de formation aux troubles psychiques. Donc, pour définir les troubles psychiques, alors, ce que nous on appelle troubles psychiques à l'UNAFAM, il y a différents vocables. On parle de troubles psychiatriques, de troubles mentaux. En fait, ça désigne toujours une affectation, souvent d'origine très différente, mais qui ont un point commun d'entraîner des difficultés dans la vie de la personne malade, dans son entourage, d'entraîner aussi des souffrances, des troubles émotionnels et des troubles du comportement. Alors malheureusement, les troubles psychiques touchent tout le monde. Toute la population est impactée par les troubles psychiques, sans distinction ni de sexe ni d'âge. Ces troubles peuvent être chroniques ou permanents. Alors nous, ce qu'on appelle troubles psychiques, dans notre jargon, je dirais, c'est un spectre très large. Ça va ce qu'on appelle des TOC, troubles obsessionnels compulsifs, les troubles du comportement alimentaire, la dépression sévère, la bipolarité, la schizophrénie. Enfin, ça, c'est pour vous passer rapidement un tableau parce qu'il y a beaucoup d'autres troubles psychiques. Maintenant, comme on va aussi parler des aidants, il faut essayer de définir ce qu'est un aidant. Alors, c'est compliqué, mais il faut se souvenir quand même qu'en France, selon la Fondation de France, il y a 12 millions de personnes atteintes de troubles psychiques, quand même, soit quand même 20% de la population, ce qui est énorme. Et 4,5 millions d'aidants vis-à-vis de ces gens-là. Dans ces aidants, petit zoom sur les jeunes aidants. Les jeunes aidants, ils sont 500 000 qui vont aider frères, sœurs, père ou mère, quelquefois, je dirais, non pas au péril de leur vie, mais en mettant leur vie entre parenthèses. Chose aussi importante, 58% des femmes, ce sont les aidants. En fait, les aidants sont souvent des aidantes. Et quand les choses se compliquent, il y a 75% de femmes qui prennent le relais. Évidemment, ça va les pénaliser, parce que qui dit aide, dit aussi travail à temps partiel, voire abandon du poste d'emploi, bien entendu, et évidemment, diminution des ressources, surtout au moment de la fin de carrière, de la retraite. Alors, chose aussi importante, on parle maintenant de psychoéducation des familles, c'est-à-dire de former les aidants, mais seulement 5% des aidants peuvent bénéficier, enfin ont bénéficié de cette formation à la psychoéducation des familles. Alors, il y a 2 programmes, grosso modo, en France, on en reparlera un peu plus loin, le programme BREF sur Lyon et le programme Brofamille, qui est un programme national d'inspiration canadienne. Malheureusement, l'OMS considère que la formation à la psychoéducation des familles, c'est ce qui est le plus efficace après les médications pour éviter la rechute des troubles. Et enfin, avant de continuer l'exposé, j'ai relevé dans un article quelques paroles d'une aidante qui m'a semblé important de vous rapporter. Donc, je vais vous rapporter ce qu'elle a dit. Elle a dit, au départ, on minimise, on est dans le déni. Puis les petits signes qu'on refuse de voir deviennent une évidence. Et quand le diagnostic tombe, on prend une grande claque. Et même si la maladie est reconnue, on reste quand même dans le déni. On se dit qu'on va bien se débrouiller, qu'on va faire avec. Et puis la maladie finit par tout emporter. Il faut faire une croix sur tout ce qui faisait le monde d'avant. C'est plein de petites morts. Les psychiatres parlent de deuil blanc. Dans ces moments-là, on a besoin de verbaliser, d'autant que le dialogue devient difficile.
voire impossible avec son proche. Voilà, ça c'était la parole d'une aidante et je pensais que c'était important de vous rapporter cet exemple. Alors, le militantisme dans les bénévoles de l'UNAFAM, il se décline dans 7 points. Alors, c'est des idées qu'on défend dans toutes les instances où on est présent. La première idée, c'est la continuité dans les soins. C'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Le deuxième point, c'est la garantie des ressources suffisantes. C'est le chemin vers l'autonomie de la personne malade psychique. Parce que ça va découler aussi le troisième point, la possibilité d'hébergement ou d'accès au logement. Et puis, quelquefois, les problèmes d'argent sont difficiles à gérer. On va mettre le quatrième point en place, la protection juridique, quand il y en a besoin. Le cinquième point, c'est le travail ou l'occupation, quand c'est possible, parce que le travail permet l'identité sociale de la personne malade. Le sixième point que défend l'UNAFAM, c'est l'accompagnement dans la durée. Et il faut savoir que la maladie psychique n'est reconnue que depuis 2005 seulement. Et le septième point, dernier point qui nous semble aussi très important, c'est la reconnaissance du rôle de la famille et de l'entourage. Et ça, c'est à travers les programmes de psychoéducation. Voilà. Donc, on va continuer cet exposé sur les soins. Alors, avant de parler soins, il faut parler de l'apparition de la maladie psychique. La maladie psychique a une particularité, c'est d'apparaître sous forme de crise, une ou plusieurs crises. Et c'est lorsque la crise intervient, qu'elle arrive, que la personne malade va rencontrer le soin. Souvent, la personne a des symptômes, et puis la crise arrive et elle va rencontrer le soin. Et c'est à cette occasion que l'entourage va prendre conscience de la complexité des structures de soins et de l'organisation des soins psychiatriques en France. D'abord, première chose, l'urgence psychiatrique n'est traitée que par l'hôpital public. L'hôpital privé ne prend pas en charge les urgences psychiatriques. Et après la crise, le patient a le choix entre le secteur public, mais avec une notion de sectorisation, c'est-à-dire qu'il va être pris en charge au plus près de son domicile, le secteur privé, mais sans sectorisation, voire le secteur libéral. Pour ramener ça à un dentiste, par exemple, imaginez que sur une rage de dents, avec la sectorisation, vous allez obligatoirement là et pas autre part. Alors, suivant le choix des possibilités, l'offre des soins est très différente en termes de suivi, voire de médication et même d'accompagnement de la personne. Voilà. Et quel que soit le choix retenu par la personne malade, l'aidant devient une pièce majeure, le soutien de sa vie et sur lequel le personnel médical va s'appuyer pour assurer l'accueil après l'hospitalisation. Dans le même temps, l'aidant doit intégrer la maladie de son proche, son changement durable et le profond malaise du proche. Donc, je vais prendre la parole à mon tour. Donc, moi, je vais témoigner en tant qu'aidant par rapport au parcours de soins de mon proche. Donc, la période de crise, c'est souvent celle, comme le disait Alain, qui, en fait, fait apparaître le trouble, la maladie, et c'est souvent une période de sidération pour la famille. Ensuite, les structures donc, médicales prennent en charge la personne. Et donc là, c'est l'établissement du diagnostic qui est une réalité, en fait, qui est importante pour les soignants, mais qui peut durer un certain nombre d'années. Donc, je vais vous donner quelques exemples par rapport donc, à la réalité que moi j'ai vécue donc, avec mon proche. Donc, il s'agit de ma fille, elle a 35 ans aujourd'hui. Donc, la maladie est apparue en 2009. Elle a fait ce qu'on appelle une décompensation. Donc, elle a été hospitalisée à la demande d'un tiers, et le tiers, c'était moi, puisque ma fille ne s'appartenait plus. Elle avait changé de voix. Elle était quelqu'un d'autre. Je ne l'ai absolument pas reconnue. En fait, à ce moment-là, je n'étais pas au même endroit. Et j'ai réglé en fait cette situation donc, par téléphone avec le médecin des urgences psychiatriques. Ensuite, il y a une longue période donc, qui a duré 8 ans, donc, où mon proche a été hospitalisé en clinique psychiatrique privée. Donc, pendant toute cette période, donc, il y avait des allers et retours entre notre domicile donc, et l'établissement de soins, avec des durées moyennes entre 15 jours et 1 mois. Donc, en 2018, c'est-à-dire 9 ans plus tard, donc, une période plus longue d'hospitalisation, 4 mois, et à ce moment-là est posée donc, une hypothèse du diagnostic. Donc, cette hypothèse, c'est la bipolarité. Un traitement a été mis en place, un traitement au lithium, qui n'a pas donné de résultat. En 2019, donc mon proche est hospitalisé dans une autre clinique psychiatrique privée. Le diagnostic, l'hypothèse n'a pas été confirmée.
Et donc là, il y a un autre essai de traitement donc, qui est mis en place, la clozapine. Donc notamment, c'est utilisé donc, pour la schizophrénie. Donc ce traitement a été mis en place pendant 3 mois, qui n'a pas donné de résultat non plus. En septembre 2020, donc là, c'est le deuxième confinement. Donc mon proche a été hospitalisé pendant 6 mois en clinique psychiatrique pendant la période de confinement. Et donc au bout de 6 mois, on s'est aperçu que c'était contre-productif. Donc elle est sortie en fait de l'établissement de soins. Elle est retournée à son domicile puisqu'elle a un appartement. Et elle a été suivie donc en libéral par un psychiatre donc pour les médicaments, une psychologue clinicienne pour une psychothérapie et une éducatrice spécialisée donc dans le cadre d'un SAVS. Aujourd'hui, donc nous sommes en 2021, 3 hypothèses de diagnostic ont été posées. Le premier, donc au départ de la maladie, c'est trouble grave de la personnalité. Le deuxième, c'est bipolarité, je viens d'en parler. Et le troisième, donc à la dernière hospitalisation, c'est trouble schizoaffectif. Donc on a constaté aussi en fait des changements dans l'attitude de notre proche. Toute la première période, en fait, c'était une période où elle était très passive. Et donc depuis 2 ans, il se passe une attitude qui est complètement différente, à savoir qu'elle s'exprime beaucoup, d'une façon souvent décousue, mais c'est une autre facette de la maladie. Merci Pierre. Moi, je vais vous parler du cas de ma fille. Autre cas, autre parcours, et vous allez voir que c'est complètement différent. À 17 ans, ma fille, elle s'est mise à avoir des comportements, on va dire, bizarres. Au début, ça ne nous a pas inquiété plus que ça. On s'est dit, bon, c'est une crise d'ado, ça va lui passer. Et puis, comme ça durait, on l'a amené consulter un psychiatre en ville, en pensant qu'avec un petit peu de repos, parce qu'elle était en période d'examen, et un petit traitement, les choses devraient rentrer dans l'ordre. En fait, nous, on est ressorti avec une lettre de recommandation pour le secteur psychiatrique enfant-ado, la CPU de Tours. Voilà. Elle a passé une première hospitalisation de 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, on nous a rendu avec une boîte de Risperdal, une ordonnance et un rendez-vous dans 1 mois. Malheureusement, le désœuvrement de ma fille, puisqu'elle était en fin juin et que tout était fini, elle n'a pas pu reprendre sa scolarité. Donc, du coup, ça a précipité l'aggravation encore de nouveaux symptômes. Elle a donc été re-hospitalisée 3 mois, et puis pour une durée de 3 mois encore. Là, par contre, le diagnostic a été posé. On nous a dit, voilà, elle a une tendance schizophrénique. Donc, elle a eu un premier traitement qui n'a pas vraiment bien fonctionné. Elle a changé de traitement au bout d'1 an pour parvenir à être, comme on dit, stabilisée. Et maintenant, ça lui va mieux. Elle accepte mieux les symptômes et tout va bien à peu près dans sa vie. C'est lui, qu'est-ce que tu en penses, toi, du parcours de soins? Ouais. Donc moi, j'ai une double casquette. Je suis professionnelle dans les établissements de psychiatrie depuis 80. Et je suis... OK. Et je suis donc bénévole depuis 5 ans à l'UNAFAM pour une proche qui a des troubles psychiques aussi. Dans mon travail, j'accompagne les familles, j'anime le groupe Famille depuis 2010. Et donc, je peux témoigner de la difficulté qu'ont les familles à suivre les méandres des services de psychiatrie. La psychiatrie fonctionne par secteur géographique avec un plateau technique. Et en fonction de l'endroit où on habite, on est pris en charge par une équipe ou par une autre. En plus, on a une maladie qui est chronique avec des périodes de crise et puis des périodes où c'est un peu plus tranquille. Oui, merci. Et où c'est un peu plus tranquille. Et du coup, le patient et la famille ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Et le processus de soins, il est très long à acquérir. Et il passe par les urgences, il passe par des services d'hospitalisation complète, il peut passer par un accompagnement au domicile par une équipe de secteur, il peut passer par des hospitalisations de jour ou par des prises en charge par des structures ambulatoires comme des CAPTP. Donc, c'est tout un panel qui est assez complexe. Et à travers ça, le seul fil rouge qu'ont les patients, c'est la famille. Donc, c'est très important, à mon sens, qu'ils puissent comprendre un petit peu ce qui se passe, qu'ils puissent savoir comment fonctionnent les établissements psychiatriques et les secteurs de psychiatrie.
Merci. Maintenant, on va parler du triptyque ressources, logement et protection juridique. Alors, pourquoi ces trois choses ensemble? Parce qu'en fait, tout va de pair, si je puis dire. La ressource, quelle que soit l'origine de la ressource, que ce soit un salaire ou des allocations quelconques, c'est le premier pas vers l'autonomie de la personne. Elle a au moins son propre argent, je dirais qu'elle peut en faire à peu près ce qu'elle veut. Après, la ressource financière, ça lui permet aussi d'avoir un logement. Et ça, c'est important. Un toit pour soi. Ça lui permet encore plus d'autonomie et quelquefois aussi de quitter le cocon familial. Voilà. Quelquefois aussi, gérer l'argent pour les malades psychiques, c'est très difficile. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une protection juridique pour éviter les soucis liés aux impayés et pour les défendre aussi contre les prédateurs financiers qui pourraient abuser d'eux. Voilà. Donc, je continue mon témoignage, à savoir que donc, mon proche en fait, a pu bénéficier donc, dès le démarrage de la maladie donc, de l'allocation adulte handicapé. Donc, à l'époque, donc, cette décision a été construite donc, avec la MDPH, donc la Maison des personnes handicapées, et donc suite à un examen médical. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le souvenir que j'en ai, bon, j'étais un peu surpris, enfin je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et finalement, avec le temps a passé et ça lui a donné en fait une indépendance financière. Elle est très importante en fait psychiquement, j'ai envie de dire, dans la mesure où la personne ne dépend pas en fait des ressources familiales. Et en même temps, elle bénéficie aussi donc d'une allocation logement. Alors, moi, je voudrais quand même faire un petit point, un aparté sur la hache, parce que la hache, c'est quand même une compensation au handicap psychique lié à la personne. Et malheureusement, l'attribution de cette allocation est liée aussi à son revenu au sein du foyer. Ce qui veut dire que, par exemple, deux personnes handicapées qui se marient ensemble, l'une des deux va perdre son AH, ce qui est un peu injuste. Voilà. Donc, on passe au thème suivant, donc, qui est l'hébergement, l'accès au logement. Donc, ça, c'est un point très important donc, pour l'autonomie de la personne. Donc, il est bien évident que donc, l'aidant, en fait, l'aidant familial accompagne son proche dans la plupart des démarches de la vie quotidienne. Les contrats de location, l'électricité, l'eau, le téléphone, le choix du logement, etc. Donc, je vais vous donner à nouveau quelques dates donc, par rapport au parcours de mon proche. Donc, en 2010, donc, elle a trouvé un appartement, donc, ce qu'on appelle un appartement relais, proposé par la Mutualité française, donc, qui accueillait donc, des personnes souffrant de maladies psychiques. Donc, 4 ans plus tard, elle a souhaité quitter cette structure, donc elle a loué un appartement, donc en logement individuel. 2 ans plus tard, la solitude et l'isolement, parce que ça, c'est quand même un point très important par rapport à ces troubles, ont fait qu'elle ne se supportait plus en fait, dans son appartement. Donc, elle a trouvé un logement collectif, donc, proposé par une structure qui s'appelle Habitat et Humanisme, où là, elle a vécu 2 ans donc, en studio individuel en partageant donc, le quotidien avec ce collectif. Donc, depuis 2018, elle a trouvé enfin un logement à son goût et les allers-retours donc, avec le milieu familial sont encore assez fréquents, mais c'est un point qui est très important par rapport à l'autonomie financière et par rapport à l'autonomie de résidence. Madame Thibault, peut-être quelques mots. Oui. Alors moi, je suis proche et patiente et je deviens père aidante. J'avais envie de me mettre avec mes collègues de l'UNAFAM. Je suis dans l'UNAFAM aussi parce que je suis aussi une proche. Je suis une patiente et une proche et j'étais une proche avant d'être patiente. Et je voudrais appuyer les propos de l'UNAFAM dans le sens où l'UNAFAM se fait porte-parole des personnes patientes. L'UNAFAM, c'est une très grande association qui est vraiment portée et pour les personnes proches, le patient, que ce soit famille ou amis, mais a vraiment cette volonté de porter la parole des patients. Aujourd'hui, il n'y a pas de structure aussi importante, aussi structurée, aussi présente sur le territoire et aussi reconnue par les partenaires que l'UNAFAM pour porter cette parole, même si dans l'idéal, ce serait que les personnes patientes portent elles-mêmes leur parole. Pour l'instant, ce n'est pas le moment, peut-être. Ce n'est pas le cas, en tout cas, ce n'est pas aussi structuré. Et vraiment, l'UNAFAM, à la fois aide les proches, mais aussi se fait porte-parole des personnes patientes. On n'a pas pu passer en revue tout ce qu'il y avait à dire. Peut-être, Alain, tu voudrais conclure Conclure, ça va être un peu difficile, mais on va revenir sur le dernier point qu'on avait évoqué, c'était la protection juridique, justement, puisque c'est le troisième point du volet.
Voilà. Par exemple, il y a 800 000 personnes en France qui sont sous protection juridique. Alors ça, c'est un peu le côté militantisme de l'UNAFAM, et il faut aussi en parler. Quand même, 27% des majeurs protégés sont d'origine psychique, ce qui explique un peu notre militantisme. Et 50% des gens qui gèrent l'argent des autres, ce sont des proches. Alors, un des aspects un peu ambigus de la juridiction, on va dire, de la justice, c'est que, pour commencer, la personne malade psychique doit payer l'expertise psychiatrique exigée par le juge pour traiter son dossier. C'est quand même un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et quand une mesure de protection est nécessaire, le juge va demander d'abord à la famille de prendre cette protection à sa charge. S'il y a un refus de la famille ou du proche, il va s'adresser alors à un professionnel. Et dans ces cas-là, l'appel à un professionnel va encore coûter de l'argent à la personne malade psychique, puisqu'il va payer des frais annuels de gestion de son propre argent. Donc voilà. Voilà, nous sommes arrivés au temps des questions. Première question, la formation au premier secours en santé mentale pourrait-elle être généralisée comme celle des gestes secouristes? Vous avez parlé tout à l'heure de formation dans votre première intervention. Est-ce que ça peut faire le lien avec une formation généralisée? Alors, c'est un vœu de l'UNAFAM d'apporter cette formation à tous les demandeurs, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui sont en demande de la formation au premier secours en santé mentale. Sylvie et moi, on envisage d'ailleurs de devenir formateurs, puisque c'est un cadre très précis, on n'apprend pas n'importe quoi et n'importe comment. Après, toute la difficulté qu'il y a, c'est comme de mettre toute formation en place. Il faut trouver des financements, et ça, c'est encore un long combat. Il faut aussi trouver un support publicitaire, parce que l'UNAFAM, malheureusement, n'a pas une image favorable dans l'esprit du public. Et même si on proposait actuellement une formation au premier secours à la santé mentale, il faut quand même arriver à convaincre le public de l'utilité de cette formation. Et après, de convaincre les pouvoirs publics de nous donner les moyens de cette formation. Deuxième question, comment faire lorsque le patient refuse que son ou ses proches soient membres de l'équipe? Alors, moi, je peux travailler, ça se fait sur la durée. Le fait que la personne accepte que son entourage prenne part à l'accompagnement aux soins, ça se fait par l'installation d'une confiance. Alors, premier chemin, c'est avec l'équipe qui le prend en charge. Et petit à petit, comme on a besoin de savoir un peu comment il fonctionne à l'extérieur pour pouvoir acquérir son autonomie, on peut rentrer l'entourage dans l'accompagnement vers le soin. Ça, on arrive à le faire et ça s'impose quand les gens sont en difficulté. En fait, ils ont des difficultés à acquérir leur autonomie. Certains patients n'ont pas besoin d'aide particulière et sont suffisamment responsables pour pouvoir cheminer tout seuls, mais ce n'est pas la majorité. Et beaucoup, il y a un certain temps d'adaptation, d'abord avec l'équipe de la prise en charge, et après, c'est l'équipe qui permet à l'entourage de rentrer dans cet accompagnement général vers l'autonomie. Parce que c'est maintenant la politique d'accompagnement vers le soin, c'est rendre les personnes autonomes. Bon, j'ai une question aussi qui me vient, qui paraît importante aussi, c'est par rapport au premier, deuxième confinement, je suppose que quel impact véritable ça a eu? Est-ce que vous avez pu mesurer une augmentation significative des troubles parmi les gens les proches que vous suivez ou d'autres, ou l'apparition de troubles chez d'autres personnes? Est-ce que vous avez pu quantifier ça à peu près dans le secteur où vous rayonnez? Parce qu'on entend parler vaguement comme ça des problèmes psychiques qui s'accentuent pendant la période, là, depuis l'année dernière, depuis le début de l'année dernière, mais vous avez peut-être des précisions à apporter.
Je pense que chacun peut témoigner en fait, à son niveau par rapport au confinement. Ce qu'on a pu constater, c'est que le premier et le deuxième confinement ont été vécus de manière très différente. Et moi, je dirais seulement qu'en fait, le confinement a permis de mettre en évidence les réalités des personnes qui souffrent de maladies psychiques. Et en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus présent qu'on imaginait. Donc, jusqu'à aujourd'hui, dans la société, même dans la vie quotidienne de n'importe quel citoyen. Donc, les conséquences, ben, je pense qu'on en est qu'au tout début, puisque les conséquences vont forcément être liées à d'autres contextes économiques et sociaux. Donc là, je pense que chacun pourrait témoigner à sa façon, en fonction justement des parcours de soins, en fonction des réalités des familles. Et donc là, il est très difficile aujourd'hui entre guillemets, de mettre en place, en fait, par rapport à des situations qu'on ne connaît pas encore. Pour témoigner sur ce qu'a dit Pierre et pour rebondir aussi, à l'UNAFAM, on a un système d'accueil et de permanence téléphonique tous les jours. Et ce que j'ai pu constater, moi, lors du premier confinement, c'est beaucoup d'appels par rapport à un proche éloigné. Par exemple, les familles appelaient pour leurs proches qui habitaient Tours en disant, voilà, il ne peut plus sortir, il ne peut plus aller à la pharmacie, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Il y a eu aussi, c'est une nouveauté, beaucoup d'appels de patients eux-mêmes qui sont venus spontanément vers l'UNAFAM pour dire, voilà, avec le confinement, avec la Covid, moi, je n'ose pas sortir, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. On a essayé, en plus, difficulté, on ne pouvait pas les recevoir en physique, donc on a essayé de les aider au mieux. Sylvie a dû faire aussi d'autres choses à l'hôpital, je suppose. Oui. À l'hôpital, le premier confinement, on avait une politique, donc que les patients restent chez eux et avec un accompagnement très très serré par téléphone ou par visite à domicile. Et en fait, ça les a un peu confortés. Ils étaient comme tout le monde et ils n'étaient pas exposés. Et après, donc, la remise en route de la socialisation a été très, très compliquée et encore très compliquée. De s'exposer à nouveau, de reprendre les transports en commun, de revoir des personnes, c'est tout un travail qu'il faut quasiment refaire. Et là, c'est compliqué et ça fait remonter des angoisses et des stress qu'on n'avait plus. Avec en plus la peur de la maladie, la peur de travailler avec un masque. C'est toute une difficulté supplémentaire dans le travail. Moi, je peux témoigner que pour moi, personnellement, les périodes de confinement ont été positives. Ça m'a permis de me recentrer et de retourner à mes priorités. Et voilà, ça a été, je l'ai vécu différemment de pas mal de gens, je pense. Voilà, je pense qu'il y a pu y avoir des variétés aussi, qui ne sont pas forcément dans les statistiques. D'accord. Je crois qu'on est arrivé au terme de notre atelier, de cette demi-journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. C'était très riche. Et puis... merci beaucoup de nous avoir invités aussi et de donner l'occasion à l'UNAFAM de s'exprimer sur le rôle des aidants. Et merci beaucoup. Et l'organisation de tout le colloque. Et tout. Oui, chapeau à tous les organisateurs et toutes les organisatrices. Bonne continuation. J'ai vu qu'il y avait encore 2 journées. Merci à tous les participants, merci à tous les intervenants. Donc, nous clôturons cette deuxième séance sur la dynamique patient et les ressources promoteurs, acteurs, auteurs que les patients peuvent représenter. Un mot pour souligner la cohérence de cette séance. Nous avons commencé par un intervenant québécois, Jean-François Pelletier, sur les dispositifs de père aidant. Nous terminons avec l'UNAFAM cette séance avec également un clin d'œil et des échanges autour de la posture, de l'apport des associations d'usagers et de patients, et puis avec là aussi des dispositifs et des démarches autour de la pérédance. Nous avons au cours de cet après-midi également abordé la thématique de l'empouvoirment avec Samuel Renier et la personne qui l'a accompagné. Et puis, nous avons également pu travailler et échanger autour des dispositifs qui ont été mis en place à la fois dans cette période de crise sanitaire et de confinement
et avec le recours à des outils et des méthodes en distanciel, et puis également autour de la thématique des patients soignants dans le champ de la dictologie. Donc j'espère que ces échanges vous auront intéressé. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance et je vous souhaite une excellente poursuite de vos travaux, de vos loisirs, de votre vie professionnelle et personnelle au mieux. Merci à vous.